merci d'être présent à ce webinaire, hein, comment financer ma formation pour mon projet de reconversion professionnelle. Alors, nous sommes deux, hein, à animer ce webinaire. Donc, je vais laisser Cécile se présenter et puis je me présenterai ensuite. Très bien. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Cécile Le Foul du cabinet Catalyse Conseil et je représente aujourd'hui le groupement Évolution et je suis là donc pour vous présenter le conseil en évolution professionnelle dont nous sommes l'opérateur pour les salariés et les travailleurs indépendants. Voilà. Et donc, moi, je suis Sandra Bertrand, donc référente parcours de formation à Transition Pro Bretagne. Et on est aidé, hein, en arrière-plan par mon collègue Karim Gemal, qui vous a invité tout à l'heure dans le chat à mettre vos questions au fur et à mesure du webinaire. Donc, l'idée étant qu'on a coupé vos micros et que comme ça, on pourra répondre. Soit Karim répondra au fil de l'eau, soit on va regrouper quelques questions et pour vous apporter le maximum de réponses pendant ce temps de présentation. Alors, je vais vous partager Alors, un j'espère que le son va diaporama. marcher. Oui, ça fonctionne, Karim. Donc, tu as mis ton micro, Karim, là, du coup. Alors, donc là, je vais pouvoir... Voilà, donc je pense que vous voyez mon écran. Oui, C'est bon, ouais. voilà. Donc, alors, l'idée, voilà, c'est de pouvoir vous apporter des informations sur la façon de financer votre formation pour votre projet de reconversion. Alors, donc on vient de se présenter, Cécile Le Foul et moi-même. Voilà, on vient de le dire. Donc, vous allez pouvoir répondre à vos questions avec la fonction, poser vos questions avec la fonction chat. Au niveau du sommaire, alors on a prévu juste une introduction sur la reconversion professionnelle, hein, avec quelques chiffres et le parcours. Ensuite, une présentation du conseil en évolution professionnelle donc, qui sera faite par Cécile tout à l'heure. Moi, je vous présenterai aussi succinctement Transition Pro Bretagne. Et puis, ensuite, on abordera les différents outils lorsque vous avez des projets différents qui sont soit de vous reconvertir dans l'entreprise, soit en dehors de l'entreprise. D'accord, donc, alors, donc, au niveau de la reconversion professionnelle, on a extrait quelques chiffres pour vous montrer que, en fait, l'idée de changer de métier ne vous est pas propre qu'à vous. Il peut y avoir beaucoup de personnes qui pensent à changer de métier, hein. Là, on était sur 51% des personnes qui pensaient à changer de métier, hein, avec quand même une grande représentation au niveau de la tranche d'âge des 25-34 ans et 58% des personnes ont déjà changé de métier, hein. Et souvent dans un délai plus ou moins à moyen terme, on va dire, hein. Donc, dans les 35%, on est plutôt sur du court terme et du moyen terme. Alors, je vais avancer. Voilà. La question aussi souvent, c'est quand on veut changer de métier, est-ce qu'on est bien assez informé? Et donc, on a une petite évolution par rapport aux autres années où là, on sent qu'on est sur la moitié, hein, la moitié qui se sentent bien informés et une autre moitié de personnes qui ne se sentent pas assez informées. Et donc, ce qui est important en fait pour comprendre les étapes du changement professionnel qui vont être, je dirais, qui vont jalonner en fait votre parcours dans l'idée de vous reconvertir. Donc, ça sont des chiffres du Centre Info, hein, qui tous les ans fait un baromètre, hein, au niveau de ces chiffres-là. Donc, tous les ans, le baromètre du Centre Info. Alors, et on a schématisé de façon simple le parcours de la reconversion. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce serpentin, il a voilà, différentes phases, d'où l'idée de différentes couleurs aussi, et il peut s'étaler sur de nombreux mois. Hein, ça ne va pas être un dispositif, la reconversion, ce n'est pas quelque chose qui peut s'imaginer à court terme. On part de l'idée avec une partie analyse et réflexion. Ensuite, on se fait accompagner parce que parfois, ce n'est pas simple de
le faire tout seul. Pendant l'accompagnement, donc au niveau du conseil en évolution professionnelle, on va avoir tout ce qui va être la découverte des métiers, la vérification du projet. Alors, je ne rentre pas trop dans le détail parce que ça fait partie aussi de la présentation de Cécile ensuite. Je peux prendre la main si tu veux sur le Oui, Serpentin. En fait, ce qu'on voulait illustrer, c'était que la reconversion et notamment les financements de formation, puisque c'est l'objet du webinaire aujourd'hui, les financements de formation, finalement, c'est la dernière étape, on va dire, du projet de reconversion. Voilà, il y a toutes ces étapes qui sont à faire en amont et qui sont justement de travailler un projet professionnel et de valider ce nouveau projet, en fait, de s'assurer que ce nouveau métier ou nouveaux postes correspondent bien à vos attentes, correspondent bien à ce que la représentation que vous en avez, pour que derrière, voilà, il n'y ait pas de déconvenus, que voilà, une fois en formation, vous ne vous rendiez pas compte que finalement, ce n'est pas ce vers quoi vous souhaitiez vous orienter. Donc, c'est pour ça, voilà, il y a toutes ces idées, enfin, toutes ces étapes, pardon. Donc, d'abord, l'idée. Alors, soit vous avez déjà une idée de ce que vous souhaitez faire, ou à l'inverse, vous savez ce que vous ne voulez plus faire, mais vous avez du mal à identifier ce que vous souhaitez faire. Donc, c'est de pouvoir vous aider à identifier la bonne idée. Voilà, de vous accompagner aussi dans toutes les démarches de réflexion et d'analyse. Comment je construis mon projet professionnel. Donc, effectivement, vous pouvez être accompagné tout au long de ces étapes-là par le conseil en évolution professionnelle. Ensuite, c'est de s'informer sur les différents métiers qui existent. Il y a plein de métiers, on ne connaît pas tout, ou voilà, on connaît peut-être les noms des métiers, mais on ne sait pas forcément ce qui se cache derrière. Donc, c'est de pouvoir aller découvrir ces métiers-là, d'aller vérifier les projets. Ce que je disais tout à l'heure, c'est important de faire des enquêtes métiers, d'aller rencontrer des professionnels qui exercent le ou les métiers qui vous intéressent, pour discuter avec des professionnels voilà, sur concrètement qu'est-ce que c'est que ce métier-là. Et puis, on a la possibilité aussi de mettre en place des périodes d'immersion. On a l'habilitation pour signer des conventions de stage pour justement que vous puissiez aller en immersion, c'est 35 heures maximum dans une entreprise pour aller suivre un professionnel au quotidien, voir voilà, comment ça se passe sur ce nouveau métier. Ensuite, le marché de l'emploi, ça c'est important aussi, d'être informé justement sur les perspectives d'emploi, sur le métier que vous envisagez, parce que l'objectif de la reconversion, c'est que vous puissiez trouver un emploi aussi derrière. Donc, c'est de bien s'assurer que sur le territoire où vous êtes implanté, c'est bien un métier où il y a des besoins. Et puis ensuite, c'est de vous aider dans est-ce que déjà il y a besoin d'une formation ou pas? Si oui, laquelle? Est-ce que vous avez déjà des compétences qui peuvent être transférables sur ce nouveau métier? Si c'est le cas, vous n'aurez peut-être pas besoin de faire une formation dans sa globalité. Peut-être que votre formation initiale aussi peut être en lien par rapport à votre nouveau projet. Donc, c'est en tout cas de regarder ensemble quelle formation sera nécessaire et de pouvoir adapter un parcours de formation qui correspond bien à vos besoins. Et ensuite, et c'est seulement à ce moment-là qu'on va se poser la question du financement de la formation. Voilà, par rapport à mon projet, quel financement je peux mobiliser, parce qu'effectivement, il existe plusieurs dispositifs. Alors, je ne rentre pas dans le détail tout de suite maintenant parce qu'on va y venir tout à l'heure. Mais voilà, c'est de regarder quel financement est le plus adapté à mon projet. Et puis ensuite, une fois qu'on a le financement, c'est l'entrée en formation. Et puis, éventuellement, reprendre contact aussi avec le conseil en évolution professionnelle, puisqu'on peut vous accompagner aussi à l'issue de la formation pour vous aider dans sur la recherche d'emploi de votre nouveau métier. Voilà, donc c'est vraiment nous accompagner du début à la fin du parcours. Donc, voilà, c'était la schématisation du serpentin, on va l'appeler comme ça, de la reconversion professionnelle. Alors, si on veut rentrer dans le vif du sujet, alors attends, du coup, voilà. Je vais à nouveau te laisser la parole, Cécile, pour présenter le conseil en évolution professionnelle qui est, on l'a vu, l'étape préalable à une éventuelle formation, à une éventuelle recherche de financement. Alors, Donc, tu peux passer, ouais. voilà.
Donc, le conseil en évolution professionnelle, c'est un dispositif de l'État, c'est un service qui est gratuit, qui est à disposition des salariés et des travailleurs indépendants pour pouvoir vous accompagner dans l'élaboration d'un nouveau projet professionnel, quel qu'il soit, aussi bien en interne à votre entreprise qu'en externe. C'est un dispositif qui donc est accessible tout au long de sa carrière professionnelle. Vous pouvez en bénéficier autant de fois que vous le souhaitez, et ce, jusqu'à la veille de votre retraite. Ce qui est important, c'est que tous les échanges qui ont lieu avec votre conseiller sont confidentiels. Bien évidemment, on ne va pas aller informer votre entreprise que vous avez pris contact avec nous. Je veux bien que tu passes à la suivante. Merci. Donc ensuite, il y a différents opérateurs pour le conseil en évolution professionnelle. Donc nous, le groupement Évolution, on est ici, on est l'opérateur pour les salariés du secteur privé, les travailleurs indépendants. Ensuite, Pôle emploi est là pour accompagner les demandeurs d'emploi. L'APEC pour accompagner les salariés et les demandeurs d'emploi qui ont un statut cadre. Cap emploi pour les salariés qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Et puis la mission locale pour les jeunes de moins de 26 ans. Nous, on va vérifier, si vous nous contactez, on va vérifier qu'on soit bien le bon opérateur. Donc, on va vous demander votre situation pour soit vous confirmer qu'on est bien opérateur, soit vous orienter vers le bon organisme. Ensuite, le CEP peut être mobilisé pour différents sujets. Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais ça peut être effectivement la reconversion, puisque c'est ce qu'on parlait de ça tout à l'heure, la reconversion, la transition professionnelle, mais pas que. Ça peut être aussi pour vous accompagner dans l'évolution en interne au sein de votre entreprise. Vous êtes bien dans votre entreprise, mais vous avez ce sentiment d'avoir fait le tour de votre poste. Vous souhaitez changer de poste, mais vous ne savez pas forcément ce que vous pouvez faire ou ce qui pourrait vous plaire. Donc, on peut travailler avec vous les compétences et regarder en interne ce qui pourrait vous convenir. Du coup, on va travailler avec vous le développement des compétences, de regarder par rapport aux compétences actuelles ce qui pourrait vous manquer éventuellement pour monter en compétences et aller sur un autre poste, et chercher éventuellement une formation d'adaptation aussi. Ça peut être une formation courte qui vous permet de monter en compétences sur certaines activités. Ça peut être aussi une création, une reprise d'entreprise. Ça peut être un souhait aujourd'hui de vouloir vous mettre à votre compte. Donc, c'est de pouvoir vous accompagner aussi dans ces démarches-là. Et puis, comme je disais tout à l'heure, la recherche de formation. Et puis, ce qui est important, c'est de bien avoir en tête que le CEP, ce n'est pas uniquement pour de l'accompagnement vers l'externe, ça peut être aussi pour de la mobilité interne. Donc là, je vous ai mis un petit peu les différents sujets qui peuvent être abordés. Je ne veux plus exercer mon métier pour X raisons. Ça peut être problématique de santé, ça peut être tout simplement parce que j'ai envie de changer et que je me suis lassée de mon métier. Ça peut être aussi, je souhaite préparer mon entretien professionnel. C'est un entretien qui a lieu tous les 2 ans, l'entretien obligatoire. On sait que c'est un exercice qui n'est pas toujours facile en tant que salarié. Comment je valorise ce que j'ai fait sur ces 2 dernières années. J'aimerais faire une formation, mais je ne sais pas comment l'aborder auprès de mon manager. Voilà, comment je l'évoque, comment j'argumente, comment j'explique mon besoin de formation. Ça peut être aussi pour des personnes qui risquent d'être licenciées, soit licenciement économique ou licenciement pour inaptitude. Comment j'anticipe en fait ce licenciement-là pour devenir acteur aussi de ma reconversion ou de mon nouveau projet professionnel. Donc, c'est pouvoir anticiper et de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle en amont. Ça peut être, comme on le disait tout à l'heure, pour créer son activité, se mettre à son compte. Quelles sont les différentes étapes pour créer une entreprise, comment je m'y prends, vers qui je m'oriente. Ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, évoluer au sein de son entreprise, comment je travaille sur mes compétences pour identifier celles que je peux valoriser et qui peuvent être transférables sur un nouveau poste. J'aimerais bien me former, mais je ne sais pas forcément quelle formation mettre en place. Donc ça, c'est pareil, on peut vous aider à identifier la bonne formation qui sera adaptée et surtout le bon parcours de formation, de pouvoir l'adapter à vos besoins.
Et puis aussi le nouveau dispositif, on en parlera plus en détail tout à l'heure, c'est le dispositif de la démission reconversion ou démission pour création d'entreprise. Ben voilà, j'aimerais démissionner, quelles sont les différentes étapes de la reconversion, voilà, comment je m'y prends pour pouvoir démissionner et percevoir des allocations de retour à l'emploi par la suite. Alors, hop, je ne sais pas pourquoi ça se bloque. Voilà. Voilà. Donc après, voilà, je vous ai mis le petit schéma de l'accompagnement qui vous est proposé. Donc dans un premier temps, bah, vous prenez rendez-vous donc par soit le biais du numéro vert qui vous sera transmis tout à l'heure, ou soit par le biais de notre site internet. Donc dans tous les cas, même si vous prenez rendez-vous par le biais du site internet, il y a quand même une chargée d'information qui va vous recontacter pour s'assurer qu'on soit bien le bon opérateur. Donc ça, c'est important qu'on vérifie bien ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'aiguillage. Ensuite, vous allez avoir le premier rendez-vous avec un conseiller. Donc ce premier rendez-vous dure environ 1h30. C'est un rendez-vous où voilà, on fait connaissance. C'est important qu'on connaisse bien votre parcours professionnel, le contexte, quelles sont vos attentes, pourquoi vous venez nous voir, voilà, quel est l'objectif, quel est votre projet, est-ce que vous avez déjà identifié des choses, est-ce que vous avez déjà entamé des démarches, etc. Donc, c'est de voir un petit peu où vous en êtes dans votre réflexion et quelles sont vos attentes par rapport à l'accompagnement. Soit ça peut s'arrêter là, si effectivement on s'aperçoit que voilà, vous avez eu les informations qu'il vous fallait et que vous ne souhaitez pas aller plus loin, ça peut s'arrêter là. Ou à l'inverse, on peut vous proposer un parcours d'accompagnement pour vous aider à travailler un nouveau projet professionnel. Donc, vous aider voilà, à formaliser ce nouveau projet et puis pouvoir identifier un plan d'action pour arriver au bout du nouveau projet. Et puis ensuite, on a le dernier niveau, donc qui est plutôt là mis en place pour, si jamais vous faites une demande de financement de formation, par exemple, et que votre demande est refusée, nous, on peut vous aider éventuellement à identifier voilà, pourquoi votre dossier a été refusé et éventuellement vous accompagner dans la demande de recours. Ça peut être aussi la formation finalement est annulée, le centre de formation a annulé parce qu'il n'y a pas suffisamment de participants ou autre raison, de vous aider à identifier une nouvelle formation, voilà, de pouvoir voilà, gérer. En gros, c'est gérer tout ce qui est les aléas, les imprévus par rapport à la mise en œuvre du projet, par rapport à ce qu'on avait identifié sur la phase précédente. Donc, tout au long de l'accompagnement, vous avez un conseiller référent. On vous propose des entretiens individuels qui peuvent se faire en présentiel ou en distanciel. Et vous avez vous aurez bien évidemment le numéro de téléphone et l'adresse mail du conseiller référent. Donc, pas hésiter à le contacter aussi entre les rendez-vous si jamais il y avait besoin. Et puis, on vous met également à disposition une plateforme avec des outils qui peuvent vous aider justement à aller un peu plus loin. Votre conseiller peut vous proposer d'aller travailler sur tel ou tel outil pour aller un peu plus loin et pour travailler votre projet aussi en dehors des rendez-vous qui vous sont proposés. Voilà pour les différentes étapes. Ensuite, je vous ai mis quelques chiffres voilà, sur la Bretagne, juste pour vous montrer un petit peu ce que ça représentait. Aujourd'hui, sur les salariés qui sont accompagnés, quasiment 37% dépendent du département d'Ille-et-Vilaine. Donc, on voit bien que c'est le département le plus dynamique de Bretagne. Et puis, les différents motifs. Donc, le premier motif de sollicitation, c'est la reconversion. C'est des salariés ou des travailleurs indépendants qui souhaitent changer de métier ou de secteur professionnel. Ensuite, c'est des personnes qui souhaitent obtenir de l'information sur les dispositifs et les financements. Et puis, la troisième demande, c'est prendre du recul sur sa situation professionnelle aussi, d'avoir un regard neutre par rapport à la situation, quelqu'un d'externe en fait à l'entreprise, pour mieux comprendre voilà, ce qui pourrait poser problème aujourd'hui sur son poste de travail. En Bretagne, donc, on a 23 agences. L'objectif, c'est de vraiment pouvoir vous accompagner au plus proche de votre domicile ou de votre lieu de travail. Ça représente donc 74 conseillers et 6 chargés d'information.
Ensuite, je vous ai mis les liens. Enfin, voilà, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook, sur notre page LinkedIn, si vous souhaitez suivre les événements qui sont mis en place par le groupement Évolution. Et puis, vous avez également notre chaîne YouTube, si vous voulez voir. On met les webinaires en replay, par exemple, sur d'autres sujets. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner et aller voir nos pages. Très bien. Alors, Et ensuite, je vous ai mis une copie écran de notre site internet. Donc, si vous allez sur le site InfoCep, vous arriverez sur cette page d'accueil. Donc, pour prendre rendez-vous, vous avez le bouton bleu qui vous permet de prendre rendez-vous en ligne, un petit peu comme Doctolib. On commence à avoir l'habitude. Donc, c'est le même fonctionnement. Et puis, vous avez également tout en haut à droite le petit bouton Mon compte. Donc, une fois que vous êtes accompagné par nos services, vous avez un identifiant et un mot de passe qui vous est transmis, qui vous permet d'accéder à la plateforme que j'évoquais tout à l'heure, où vous trouvez des outils complémentaires. Et puis, sinon, vous avez le numéro vert, le 0800, un numéro gratuit qui vous permet de prendre rendez-vous à l'agence la plus proche de votre domicile ou votre lieu de travail. merci Cécile. Alors, je prends la main, moi, pour vous présenter Transition Pro Bretagne. En fait, on a dans nos missions, je ne les ai pas toutes mises sur cette diapo-là, dans nos missions, on a une mission d'information et d'accompagnement des salariés qui souhaitent changer de métier. Alors, on est plus sur une mission d'information et d'accompagnement sur les dispositifs de financement de formation, puisqu'on a vu que le travail sur le projet professionnel se faisait avec le conseiller en évolution professionnelle. On a une mission aussi de financement de formation dans le cadre du dispositif de projet de transition professionnelle. Alors, je vais en parler après. C'est le dispositif qui a remplacé un autre dispositif qui était un peu plus connu à une certaine époque. Et puis, on a une mission d'étudier et d'attester les projets du dispositif des missions reconversion. Donc, je vais en parler aussi après. Voilà en gros nos missions. On a donc dans la structure de Transition Pro Bretagne, on a 4 chargés d'information qui font des permanences pour informer justement les salariés qui souhaitent changer et les aider aussi à la composition de leur dossier sous forme d'atelier. Ça peut être en présentiel ou à distance. Et quand c'est en présentiel, c'est plutôt sur les villes qu'on vous a mises là sur cette diapositive, sachant que le mieux pour s'inscrire, c'est soit de créer votre espace personnel sur notre site internet, transitionpro-bretagne.fr. Et c'est vrai que ça vous donne accès à pas mal de services et aussi à beaucoup d'informations. Ou soit vous nous passez un coup de fil au numéro qui est indiqué en bas, qui est basé à Rennes, puisque c'est notre siège et c'est là où nous sommes situés. Voilà. Alors, on va attaquer peut-être ce qui vous intéresse le plus. On est sur les outils de financement qui vont être différents selon vos projets. Donc, on part du principe que vous avez travaillé votre projet de changement de métier ou de changement de vie ou de changement professionnel. Et il y a 2 possibilités en règle générale qui vont s'offrir à vous. Soit c'est d'avoir un projet en interne dans l'entreprise où vous êtes ou soit en externe de l'entreprise où vous êtes. Alors, on est parti sur le premier postulat, quand on veut évoluer dans son entreprise actuelle. Alors, on les cite ici, ces dispositifs-là, mais ce n'est pas nous qui les maîtrisons, donc je ne vais pas trop m'attarder. Mais vous avez des dispositifs qui existent, qui s'appellent la Pro A, c'est la reconversion, la promotion par l'alternance, et puis le plan de développement des compétences. Donc ça, c'est un dispositif qui est à la main de l'entreprise et qui va lui permettre d'adapter les salariés à leur poste de travail, de veiller au maintien de leur capacité à occuper leur emploi au regard notamment des évolutions technologiques. Ça, c'est plutôt l'entreprise qui décide tous les ans quelles compétences elle va avoir besoin et qui est-ce qu'elle peut former et à quoi, en fait. Donc ça, c'est les dispositifs plutôt qui sont liés à l'entreprise et à l'OPCO. Donc c'est l'organisme dans lequel elle cotise pour son plan de développement de compétences, l'OPCO, à qui elle peut faire appel éventuellement pour financer
voilà, des actions particulières ou une partie du plan de développement des compétences. Voilà, ça dépend vraiment de la taille de votre entreprise et de comment des besoins qu'elle peut avoir au niveau des compétences en son sein. On a juste mis une petite parenthèse ici, voilà, que la formation peut être organisée à l'initiative de votre employeur ou la vôtre et que vous pouvez en parler avec votre employeur, bien sûr, dans le cadre des entretiens annuels ou entretiens professionnels, hein. Tout à l'heure, Cécile en a dit quelques mots, la possibilité de se faire aider justement pour préparer ces entretiens et c'est, à ces moments-là que vous, en tant que salarié, vous pouvez en échanger avec votre employeur ou en tout cas votre hiérarchie directe pour faire savoir quels sont vos besoins ou vos envies d'évoluer en interne. Alors quand on veut aussi évoluer, dans son entreprise, on peut aussi utiliser son compte personnel de formation. Alors là, on a juste mis une diapositive parce qu'on ne va pas s'étendre sur le sujet. Ça peut faire l'objet d'autres webinaires ou d'autres informations que vous trouverez par ailleurs. Le compte personnel de formation, c'est pour toute personne, qui est active, hein, qui a travaillé. On peut consulter son crédit, et reporter ses anciennes heures sur son compte. Alors je vois que c'est pas à jour jusqu'au 30 juin 2021, ça y est, c'est passé et on a un cofinancement possible avec l'employeur s'il est d'accord, hein, parce que c'est vrai que quand on regarde la slide suivante, le compte personnel de formation, on peut l'utiliser de 2 façons. Soit, on a un projet, qui va, toucher l'entreprise, hein, qui peut la concerner en fait, hein, et là, ça peut se faire pendant le temps de travail et il y a des cofinancements qui sont mobilisables, ben, par le biais de l'OPCO, hein, de votre employeur. Soit on peut l'utiliser de façon autonome, c'est ce qu'on appelle le projet autonome et on le fait sur le temps personnel, à distance le soir pendant ses congés et on peut acheter, directement la formation, hein. Bon, après là, il y a un point de vigilance, hein, important, c'est que, la difficulté là, c'est qu'on peut acheter, tout ce qu'on veut comme formation, je vais m'exprimer ainsi et il faut quand même que ça ait du sens par rapport à votre projet, professionnel ou votre projet de vie. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir un accompagnement pour, aider au choix de l'achat de la formation parce que l'achat est très facile à faire. Donc c'est pour ça, il faut faire attention de pouvoir acheter une formation qui correspond à ce qu'on a besoin et le projet que l'on a. Alors peut-être qu'il est temps de regarder si vous avez des questions. J'ai pas regardé au niveau de la discussion, Karine, s'il y avait des choses, des questions peut-être récurrentes ou que tu voudrais aborder peut-être, ou traiter en direct? Peut-être que ce serait intéressant de parler des, parce qu'il y a plusieurs questions par rapport au BTP, donc ce sera peut-être Après? tout à l'heure après sur le questionnement sur les priorités et puis sur le démission reconversion, s'il y a des questions, ça Il sera y a tout des à l'heure. questions. D'accord. Donc on peut continuer, hein, c'est ça que tu me dis? Mmh. Donc du coup, je continue à dérouler. Alors, 2e cas de figure, je peux avoir un projet d'évolution en dehors de mon entreprise. Lorsque le CPF, donc le compte personnel de formation, ne permet pas le financement de toute la formation, que l'employeur n'est pas associé à mon projet de reconversion, à ce moment-là, il y a 2 dispositifs, donc on l'a dit tout à l'heure, hein, le projet de transition professionnelle et le dispositif d'émission reconversion. Alors, c'est ça qu'on va regarder de suite. Donc, le projet de transition professionnelle. En fait, ce dispositif, il a succédé à, un autre dispositif qui était plus connu, qui s'appelait le congé individuel de formation, qui vous permet de vous absenter de votre poste de travail pour suivre une formation tout en percevant une rémunération. C'est très schématique, hein, ma présentation, hein, d'accord? L'idée, c'est que ce dispositif-là, il est, pour les salariés du secteur, privé uniquement, hein, sous condition d'ancienneté et en fonction du type de contrat. On y a accès quand on est en CDI, quand on est en CDD, quand on a le statut intermittent ou qu'on travaille en intérim. Toutes les conditions d'accès, d'ancienneté sont vraiment bien décrites sur notre site internet, hein, transitionpro-bretagne.fr. Je ne développe pas, les conditions d'accès parce que ça, elles sont écrites et très bien détaillées
Et c'est vrai que voilà, ça peut être plus ou moins, on va dire, long à expliquer les conditions d'accès, mais par contre, vous y avez accès, sans problème. Elles sont bien expliquées sur notre site internet. Alors, on va choisir de faire un projet de transition professionnelle quand on veut suivre une formation pour changer de métier. Il faut obligatoirement qu'elle soit inscrite au registre national des certifications professionnelles, ce qu'on appelle le RNCP, ou au répertoire spécifique. Alors, je m'arrête juste sur la notion de changement de métier. Elle est regardée en fonction, selon 2 critères. Le changement de métier, alors nous, en fait, nous appliquons des règles, via, France Compétences, hein, qui est, la structure qui gère, une grande partie de la formation professionnelle, en France, France Compétences, et qui a mis en place des règles, sur la notion de changement de métier, qui est simplement de dire, voilà, il faut pour qu'il y ait changement de métier, qu'il y ait, pas le même code ROM entre le métier de départ et le métier d'arrivée pour lequel la personne, veut se former. Et donc ça, c'est ça qui va permettre de regarder s'il y a un changement de métier, et si jamais c'est le même code ROM, eh bien, il sera regardé si, le lieu où s'exerce le métier actuel est différent, a pas le même code NAF que le lieu où va s'exercer le futur métier. C'est un peu technique, je vous l'avoue. Mais c'est une fois qu'on a compris, le système, on voit bien, à quoi ça fait référence. L'idée, c'est plutôt pour des projets de changement de métier, pour, pouvoir que les personnes se reconvertissent. Dans le cas de figure là, il y a un financement, du coût de la formation. Il y a la prise en charge de votre salaire, et on peut prendre en charge aussi, des frais de déplacement. Alors c'est un forfait, hein, qui s'applique en fonction du différentiel de kilomètres qu'il y a à faire, entre là où on va travailler et là où on va se former. Juste une petite précision, on a écrit sur la diapositive: «Le CPF est remis à zéro». Alors oui, c'est une condition importante à avoir en tête lorsqu'on fait une demande de projet de transition professionnelle à Transition Pro Bretagne. Si la demande est acceptée, chez nous, la Caisse des dépôts et consignations qui gère le compte personnel de formation viendra, alors soit remettre à zéro, votre compte si, vous n'aviez pas, l'équivalent de la somme du coût de formation qui est demandé, soit ça sera enlevé de la somme que vous avez. Exemple, une formation qui coûte 4 000 € et vous avez 5 000 € sur votre compte, personnel de formation, ben, il vous restera que 1 000 € après qu'on ait accepté le financement et que vous ayez fait la formation. D'accord? Donc voilà, mais ça, c'est des détails aussi, techniques sur les prises en charge. Mais l'idée, c'est que le salaire, est maintenu, c'est-à-dire qu'on va le prendre en charge à 100 dès lors que votre rémunération est inférieure à 2 fois le SMIC en brut. Hein, donc voilà, d'où l'idée voilà, de dire que c'est un dispositif qui permet d'aller en formation et de maintenir un niveau de vie, équivalent à celui qu'on a, lorsque l'on travaille. Alors, les étapes. Je ne reviens pas sur le fait de travailler son projet professionnel puisque Cécile l'a développé tout à l'heure. Pareil, identifier et choisir, la formation. Il y a aussi une étape où si on est salarié en CDI ou en agence intérimaire, on va avoir une demande d'absence à faire à son employeur, au moins 4 mois avant le début de la formation. Voilà, il y a un formalisme avec une lettre, voilà, en recommandé, voilà, et l'employeur a 1 mois pour vous répondre, sachant que, voilà, il peut juste reporter le départ en formation, mais ne peut vous refuser l'autorisation d'absence dès lors que vous remplissez les conditions, d'accès au dispositif. Ça aussi, tout est bien détaillé dans notre site internet. Donc l'employeur, s'il est d'accord, il va remplir son volet dans le dossier, hein, et donc le dossier de demande de financement Transition Pro Bretagne, il faut le faire en dématérialisé sur notre plateforme, sur notre site internet, en créant son espace personnel. Voilà, il y a une petite option, je crée mon dossier PTP et puis on commence à constituer, à remplir tout un tas d'informations, nous concernant, ça envoie un lien, vous envoyez un lien à l'organisme de formation choisi qui lui va remplir son volet. Et il y aura un lien aussi qui va être envoyé à votre employeur.
Voilà. Et donc, du coup, votre dossier, vous nous le déposez à Transition Pro, donc sur votre espace, avec toutes les pièces qui sont nécessaires, tous les renseignements dans le dossier, éventuellement une grille d'autopositionnement qui permet d'expliquer tout votre projet professionnel. Donc ça aussi, c'est bien de se faire accompagner par les conseillers en évolution professionnelle pour au maximum étoffer son argumentaire. Et puis, on a des ateliers, nous, possibles avec nos chargés d'information pour vous aider dans la complétude du dossier sur les aspects un peu techniques des pièces à joindre et de tout ce qu'il peut y avoir à fournir. Vous validez votre dossier. Alors, nous, on souhaite que votre dossier soit validé sur notre plateforme au moins 3 mois avant le démarrage de la formation. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il va passer en commission, il va être examiné en commission paritaire. Alors là, j'avance. Donc, il y en a une par mois, une commission paritaire. Donc, si on veut que votre dossier il passe en commission le premier mois, si jamais il est refusé, il peut être examiné le mois d'après en recours. Donc, il faut bien qu'on ait votre dossier déposé 3 mois avant le démarrage de la formation. S'il y a un accord, vous pouvez démarrer votre formation. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va prendre en charge le coût de la formation et votre salaire brut. Et un forfait pour les frais de déplacement. S'il y a un refus, vous pouvez faire un recours en fonction du motif qui est donné par la commission. Vous pouvez retravailler votre projet professionnel entre-temps, si c'est ça qui a posé souci. Alors justement, je vais y venir après là. Dans les attendus de la commission, chez nous, la commission paritaire, donc je vous l'ai dit, elle se réunit tous les mois, elle étudie les demandes de financement. Donc, dans les attendus, ils vont regarder 3 critères: la cohérence de votre projet, la pertinence du parcours de formation que vous avez choisi et les perspectives d'emploi. Sur votre zone de mobilité géographique, quelles sont les perspectives d'emploi? Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le gros filtre du projet professionnel quand vous nous faites une demande de financement. Il faut que ces critères-là soient le mieux travaillés possible et soit le mieux expliqué possible et le mieux argumenté. D'accord? Pour que dans la commission, nos administrateurs n'aient pas de doute sur le fait que vous ayez regardé le métier, sur le fait que la formation est adaptée et qu'elle a le rythme, et enfin voilà, qu'elle a tout ce qu'il faut pour correspondre au mieux au métier que vous visez, et qu'il n'ait pas de doute sur le fait que vous allez retomber sur vos pieds en termes d'emploi après la formation. Donc, ça, c'est vraiment le gros tamis qui leur permet de choisir qui peut être financé, qui ne peut pas. En tout cas, à qui ils disent oui, à qui ils disent non. Et puis, quand il y a, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un budget dans l'année. On a un budget global qui est réparti en fonction des mois de commission, toute l'année. Et ce budget-là de commission, il peut être plus ou moins gros en fonction des commissions, parce que chez nous, la majorité des demandes, elles arrivent au printemps pour un démarrage de formation à l'automne. Donc, les plus grosses commissions de l'année sont printemps-été. Après, il y a des fois où il y a des commissions où il y a beaucoup plus de demandes qu'il ne peut y avoir de financement. Donc, au-delà des 3 critères que je viens de vous donner là, nos administrateurs vont appliquer des priorités. C'est-à-dire que même si vous avez les 3 critères au-dessus, là, que vous avez bien travaillé votre projet, que tout est OK, vous pouvez ne pas être financé parce que budgétairement, il n'y a peut-être pas assez et que vous n'êtes pas dans la priorité qui va être en dessous. Alors, les priorités qui peuvent s'appliquer, c'est les priorités concernant le niveau, niveau de diplôme, niveau CAP et le statut ouvrier employé. Priorité aussi pour les salariés en inaptitude ou en voie d'inaptitude à leur poste de travail, les salariés qui visent un métier à forte perspective d'emploi, pardon, et les salariés qui ont raccourci leur parcours de formation, la VAE, passerelle, CPF autonome. J'ai mis des petits points là parce que c'est vrai que c'est des priorités qui sont assez conséquentes en termes de volume, il y en a beaucoup. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces priorités-là ne s'appliquent que lorsqu'il n'y a pas assez de budget dans le mois où vous passez en commission, votre dossier est examiné. Si
les 3 critères, cohérence, pertinence et perspective d'emploi sont bien travaillés et qu'il y a assez de budget, normalement le financement, l'accord de financement va suivre, hein. Donc voilà, donc ça ne veut pas dire que parce que vous avez un niveau bac+2 et que vous n'êtes pas ouvrier ou employé et que vous n'avez pas tous les autres critères-là, vous ne pouvez pas nous faire de demande. Non, non, vous pouvez nous faire une demande, c'est en fonction aussi du budget, que ces critères-là ces priorités-là pourraient s'appliquer. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire dans mon explication par rapport à ça. Alors au final, ça nous donne quoi en termes de financement? Parce que c'est ça qui peut vous intéresser, qui peut vous donner une idée de ce que, on peut être amené à accepter. En 2021, donc il y a eu 1 320 demandes déposées et 852 acceptées, ce qui fait un taux d'accord de 65 %. Alors, vous allez voir là, on regarde la carte de la Bretagne, en fait, on retrouve à peu près la même proportion, que donnait Cécile tout à l'heure par rapport aux personnes qui contactent le CEP. Ben, nous, on est à peu près sur l'équivalent de la répartition des salariés sur le territoire breton. Voilà, on va financer 37 % des gens d'Ille-et-Vilaine, 21 % des demandes dans le Morbihan, 17 % dans les Côtes-d'Armor et 27 % dans le Finistère. Heu, on est à 51 % de femmes acceptées en taux de financement. L'année dernière, on était à 50-50 et puis les âges qui nous sollicitent le plus, comme vous pouvez le voir, bah, ce sont, les tranches, 30-39 et 40-49, hein, donc ça c'est par rapport, alors on vous a mis quelques chiffres aussi. Dans les personnes financées en 2021, là, en PTP, 33 % visaient un métier porteur, 15 % venaient d'un secteur prioritaire. Ce qu'on avait déterminé comme secteur prioritaire chez nous, l'année dernière, c'était, les, secteurs qui avaient été beaucoup impactés par la crise covid. Donc vous, retrouviez la culture, le sport, l'hôtellerie-restauration, le transport, hors, car, voyageurs. Enfin voilà, il y avait quelques secteurs comme ça et on avait, sur toutes les demandes que 3 % des gens qui cumulaient les 2, hein, qui venaient d'un métier qui visaient un métier porteur et qui venaient d'un secteur prioritaire. Les diplômes, les plus financés, par rapport aux demandes qui nous sont faites, c'est beaucoup dans la conduite de transport routier, de marchandises. Le secteur agricole aussi l'année dernière nous a été beaucoup demandé, hein, pour être responsable d'entreprise agricole. Aide-soignant, c'était une formation aussi qui nous a été beaucoup demandée et après, ben, on a, plusieurs diplômes, voilà, sur tout ce qui est web et mobile, secrétariat, comptabilité, gestionnaire de paye, et puis, formateur pour adultes et le CAP accompagnant éducatif petite enfance. Donc on a 35 % des projets qui sont sur 10 diplômes. Alors évidemment, là, vous n'allez pas retrouver la totalité des dossiers qui ont été financés, mais après derrière les chiffres qui restent sont, sur des petites unités, hein. Ce sont des petites unités ensuite. Alors, ce qui est intéressant pour vous peut-être aussi à voir, c'est que dans toutes les personnes qu'on a financées l'année dernière, 34 % visaient un diplôme inférieur à celui qu'ils ont aujourd'hui. 33 % visaient un diplôme du même niveau que ce qu'ils ont aujourd'hui et 33 % visaient un diplôme d'un niveau supérieur. Donc ça nous illustre bien là que, se reconvertir, changer de métier n'est pas forcément, synonyme de viser une formation qui va vous augmenter le niveau du diplôme. On peut avoir des reconversions professionnelles qui sont en lien avec des métiers, voilà, qui peuvent être plus, artisanaux, manuels et cetera, pour lequel il y a besoin de passer un CAP parce qu'il faut apprendre les bases du métier, par exemple. Je prends l'exemple. Si on regarde les diplômes les plus financés chez nous aussi, conducteur routier, le BPREA au niveau agricole, aide-soignant, ce sont des diplômes qui sont parfois visés par des gens qui ont des bac+2, donc ça va forcément, rentrer dans les 34 % qui visent un niveau de diplôme inférieur. Donc
qu'importe, on va dire, la reconversion, c'est en fait plutôt un choix de métier à la base et on n'est pas obligé de faire un diplôme de niveau supérieur pour viser le métier pour lequel on veut se reconvertir. Et puis les catégories socio-professionnelles qui nous sollicitent, bah, voilà, majoritairement les gens financés sont à 61% des employés. Et après, on a 24% d'ouvriers. On a peu de cadres, hein, comme vous pouvez le constater, qui nous font des demandes et qui sont financés sur le projet de transition professionnelle. Bon, voilà, une des hypothèses qu'on peut se dire, mais il faudrait creuser, c'est peut-être qu'elle passe par l'autre dispositif, qui est le dispositif d'émission reconversion. Mais bon, ça, je ne me risquerai pas à maintenir ça. Voilà, alors. Et donc voilà, là, je pense, compléter la présentation du projet de transition professionnelle. Je ne sais pas si Karim, tu as des questions particulières? Il y avait une question sur la durée de prise en charge d'un PTP. Mmh. Alors, alors il y a dans les priorités, qui s'appliquent quand, il n'y a pas assez de budget là, il y a les 3 petits points là, il y a priorité aux parcours qui sont inférieurs à 1 an. D'accord? Ça veut dire que, les personnes, qui veulent nous faire une demande de financement peuvent la faire sur 2 ans de formation, par exemple, voire plus. Mais bon, vous avez bien compris que on est sur, une priorité d'un parcours plutôt, inférieur à 1 an, ça va être prioritairement ça et la majorité des formations qu'on finance, dans le tableau que je vous ai montré là tout de suite, sont des formations qui sont plus courtes qu'1 an déjà, bien souvent. Donc c'est vrai que quand il y a plusieurs années d'un parcours, hein. Je pense par exemple, classiquement à un diplôme d'état d'infirmier, un BTS en 2 ans, pour tel métier. Enfin voilà, quand il y a comme ça plusieurs années, là franchement, avant de vous lancer, moi je vous dirais, je vous conseillerais vraiment de travailler ce projet-là de l'ingénierie financière avec votre conseiller en évolution professionnelle pour savoir quelle peut être la stratégie à utiliser. Parce que bien sûr, vous pouvez nous faire une demande de financement pour une formation de 2 ans, mais nos administrateurs vont peut-être pas la regarder prioritairement ou la juger prioritaire parce que c'est 2 ans de rémunération. Ce que je vous ai dit, hein, tout à l'heure, on couvre la rémunération. Donc ça veut dire que votre dossier, il est quasiment 2 fois plus cher qu'une personne qui demande 6 mois ou 8 mois de formation. Donc voilà, faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Il n'y a pas de il y a pas de tabou, mais il faut préparer les choses, en amont, pour savoir si ça vaut le coup justement de demander un financement sur 2 ans ou est-ce qu'il n'y a pas une stratégie sur une première année ou une deuxième année? Enfin voilà, il faut regarder tout ça de façon, stratégique. Mmh. Il y avait une autre question sur qu'est-ce qui se passe après la fin d'une prise en charge d'un PTP, à savoir est-ce que si la personne retourne chez son employeur d'origine, est-ce qu'il doit démissionner en fait pour quitter son emploi? Alors, quand vous avez terminé la formation, donc parce que le principe, c'est, vous avez demandé une autorisation d'absence à votre employeur de la date de démarrage à la date de fin. Quand la date de fin arrive, bon, bah, vous avez passé aussi les épreuves de votre diplôme, de la certification. Voilà, vous reprenez contact avec votre employeur pour savoir à quelle heure vous redémarrez le lundi suivant. Non, je plaisante, mais c'est un petit peu ça parfois. L'idée, ça va être de réintégrer votre poste de travail. Alors, soit vous réintégrez votre poste de travail parce que vous n'avez pas retrouvé de travail tout de suite dans le nouveau métier pour lequel vous vous êtes formé. Et là, le code du travail prévoit que vous puissiez réintégrer un poste similaire à celui que vous aviez auparavant. Donc, il n'y a pas de garantie que l'employeur vous maintienne le même poste que celui que vous aviez auparavant. Hein, il n'y a pas de garantie. Hem, Soit vous avez déjà retrouvé un nouveau travail, hein, dans le nouveau métier pour lequel vous êtes formé et là, c'est à vous de respecter vos délais de prévenance pour la démission, le délai de préavis, auprès de votre employeur et de voir avec lui, voilà, comment est considéré votre préavis, est-ce que vous pouviez intégrer vos congés payés et cetera et cetera. Enfin voilà, là après, c'est le code du travail qui va s'appliquer.
Hein, on est bien d'accord. Et puis, il y a des salariés qui, des fois, quand ils sont sur le point de revenir à l'entreprise après la fin de leur formation, des fois, l'employeur dit: «Moi, j'aime autant qu'on fasse une rupture conventionnelle, qu'on se quitte comme ça, voilà, pour que tu puisses, vous puissiez, voilà, vaquer à votre nouveau métier, à chercher du travail». Enfin, voilà. Mais ça s'anticipe aussi, ça. C'est-à-dire que la fin de formation, elle peut s'anticiper 1 à 2 mois à l'avance. Alors évidemment, ça tombe dans la période où on est sur les examens de la certification bien souvent, hein, mais ça s'anticipe à savoir, comment je prévois ça avec mon employeur? Est-ce que je prévois ça avec mon conseiller en évolution professionnelle aussi pour voir quelle stratégie je peux avoir? Et puis, voilà, comment je prévois ma recherche d'emploi aussi surtout sur le nouveau métier, hein. Est-ce que les lieux de stage où j'ai été, sont prêts à me reprendre? Voilà, comment je distribue mon CV et je fais connaître que je suis, nouvellement formée sur tel métier? Et en fait, tout ça, ça doit s'anticiper. Donc c'est à gérer, on va dire, en parallèle de la formation, en parallèle, on va dire, du dernier tiers de la formation, si c'est possible. Mmh. Je sais pas si tu as d'autres questions, Karim, peut-être, Il y avait une question sur les priorités. Et est-ce que le public cadre, en fait, du coup, voilà, il peut quand même faire une demande de prise en charge? Oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure en filigrane. Oui, on a des demandes de public cadre, hein, on a des demandes de public cadre. Après, c'est pas interdit de nous faire la demande par rapport à tout ça, mais c'est vrai que, en fait, c'est pas tant le statut qui va peut-être, peser, dans le financement, enfin dans l'accord ou le refus de financement pour les publics cadres. Des fois aussi, c'est le poids de la rémunération parce que, on dépasse 2 fois le SMIC en brut, donc nous, on va proratiser, il peut y avoir cet effet-là. Donc oui, oui, tous les ans, on a, j'ai pas le pourcentage en tête, hein, de cadres qui nous font des demandes de financement, mais vous voyez, on en finance 4. Donc par contre, je crois que dans les chiffres qu'on avait, on en finance 4, mais je crois qu'on doit en financer du coup, à peu près entre 25 et 30 du total des demandes des cadres. Donc ce qui est pas négligeable non plus. Donc il faut pas comment dire? S'empêcher de faire une demande. Mmh. Je ne sais pas si du coup tu as d'autres questions, Karine? Non, pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Du coup, j'avance. Alors là, c'est l'autre dispositif, que nous sommes amenés à gérer au niveau de transition pro, donc le dispositif d'émission reconversion. Alors ce dispositif-là, il est un petit peu à part. Alors, il s'adresse pour les projets, de création ou reprise d'entreprise ou pour suivre une formation. Donc en fait, la commission atteste le caractère réel et sérieux de la demande. Je vais vous faire un schéma après derrière et puis Cécile, tu pourras intervenir aussi, là-dessus. Heu, Notre commission, de transition pro donc, établit une attestation, hein, qui va permettre à la personne de démissionner. Heu et elle va pouvoir aller s'inscrire à Pôle emploi. Elle va percevoir l'allocation de retour à l'emploi. Une fois qu'elle est inscrite à Pôle emploi, elle aura 6 mois pour lancer son projet pour lequel elle a mis en place le dispositif démissionnaire, hein, démission en conversion. Sous peine, si elle ne l'a pas fait dans les 6 mois, si elle n'a pas d'explication, voilà, il faut qu'elle ait une explication, en tout cas une raison, qui expliquerait pourquoi elle l'a pas mis en place dans les 6 mois. Parce que Pôle emploi peut avoir un regard aussi de dire, voilà, le projet pour lequel vous avez missionné ne s'est pas mis en place, donc nous, on peut ne pas vous maintenir les allocations de retour à l'emploi. Ce dispositif-là, il est uniquement pour les salariés de droit privé qui sont en CDI. Et les critères pour y avoir accès, c'est, assez drastique, hein. C'est 5 ans d'activité professionnelle sans interruption chez un ou plusieurs employeurs. Donc voilà. Je reviens là-dessus, hein. Ça fait partie de la première étape quand on veut mettre en place ce dispositif-là. On va vérifier son éligibilité à l'allocation de retour à l'emploi sur le site, alors maintenant c'est une sous-division du site de Pôle emploi, hein. En déclarant, voilà, les dates de contrat de travail, voilà, les périodes et puis, Pôle emploi,
établi un papier disant, en fonction de ce que vous avez déclaré sur le site, bah, vous êtes éligible au dispositif ou vous ne l'êtes pas. Et alors après, je peux te laisser prendre la main si tu veux, Cécile, derrière, une fois que la personne elle a ça, ou elle le fait avec vous, hein, d'ailleurs, éventuellement, Tout à à ce fait. niveau-là. Ouais. C'est vrai que dans le cadre du PTP, le dispositif qui a été évoqué tout à l'heure, il n'y a pas d'obligation d'être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. C'est fortement recommandé, mais ce n'est pas une obligation. Autant pour le dispositif de la démission reconversion ou démission création d'entreprise, c'est une obligation d'être accompagné par un CEP. Donc nous, quand on vous reçoit en rendez-vous, effectivement, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier votre éligibilité au niveau de l'allocation de retour à l'emploi. Le but, c'est de s'assurer que si vous partez sur ce dispositif-là, vous puissiez bien percevoir des allocations par le Pôle emploi une fois que vous aurez démissionné de votre emploi. C'est voilà, c'est bien sécuriser ça, parce que, voilà, si ce n'est pas le cas, malheureusement, vous allez vous retrouver sans revenu, donc ça risque d'être compliqué. Donc c'est la première chose qu'on va faire. Ensuite, on va donc travailler le projet professionnel, ça voilà, ça change pas. On va aller, voilà, par rapport à votre projet, vérifier, voilà, que ce soit, un projet qui soit validé. On va mettre en place les différentes actions s'il y a besoin pour aller, vérifier et valider tout ça. Et ensuite, il y a une demande à faire auprès de Transition Pro Bretagne. Donc, il y a un document à remplir que vous pouvez trouver directement sur le site démissionreconversion.gouv ou sur le site directement de Transition Pro Bretagne. Vous avez donc le document qui est assez lourd quand même, parce qu'il faut bien expliquer le projet, les différentes étapes, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous souhaitez vous reconvertir sur ce métier-là. Et ce dossier donc passe en commission, donc toujours les commissions qui ont lieu une fois par mois, hein, c'est les mêmes commissions que pour le PTP. Et si la commission donc valide le caractère réel et sérieux de votre projet professionnel, c'est uniquement à ce moment-là, une fois que vous avez l'attestation qui stipule que votre projet a un caractère réel et sérieux, c'est uniquement à ce moment-là que vous pouvez démissionner de votre entreprise. Donc c'est vraiment, voilà, il y a quand même tout un parcours à mettre en place avant de pouvoir démissionner. Donc c'est quelque chose qui s'anticipe aussi. Et une fois que vous avez ce document-là, là, vous pouvez démissionner et vous inscrire à Pôle emploi. Et effectivement, comme disait Sandra tout à l'heure, une fois que vous êtes inscrit à Pôle emploi, vous avez un délai de 6 mois pour mettre en place votre projet. Donc soit votre création d'entreprise, si c'est une démission pour création que vous avez fait, ou démission reconversion, vous avez jusqu'à 6 mois pour entrer en formation. Et pour voilà, pouvoir démarrer votre conversion professionnelle. Normalement, si tout a bien été sécurisé, vous aurez des allocations versées par le Pôle emploi. Voilà. Et alors, du coup, dans les points de vigilance, alors, juste pour préciser une chose, parce que c'est là que la confusion se fait. Transition Pro Bretagne, la commission qui se réunit tous les mois, elle atteste du caractère réel et sérieux du projet. Par contre, on ne finance absolument rien sur ce projet-là. Donc, d'où les points de vigilance quand on a un projet de formation. C'est d'avoir identifié les modalités de financement de la formation qu'on veut faire. Parce que parfois, la formation qu'on veut faire pour changer de métier, pour aller vers un autre métier, il y a un financement à trouver, mais on ne pourra pas le trouver par Transition Pro puisqu'on ne finance pas au niveau du dispositif d'émission reconversion. Et les financements liés à Pôle emploi sont très, ils ne sont pas nombreux, sont très spécifiques et souvent, voilà, c'est plutôt est-ce que j'ai assez de financement sur mon compte personnel de formation éventuellement pour couvrir le coût de formation de la formation que je veux faire ou est-ce qu'elle est finançable par un autre biais, par un autre financeur. Donc ça fait partie des points de vigilance. Dans les autres points de vigilance, c'est est-ce que l'organisme de formation que j'ai sollicité, il a bien voilà, pour s'assurer que je vais pouvoir mettre en œuvre ce projet de formation-là auprès de lui. Donc, un positionnement, enfin voilà. En fait, la démarche est quasiment la même et elle est aussi fournie que pour le PTP.
hein, il faut pour le projet de transition professionnelle auprès de l'organisme de formation et tout ça. Autre point de vigilance pour les personnes qui ont un projet de création ou reprise d'entreprise, ben voilà, c'est l'idée d'avoir travaillé aussi son projet avec un professionnel, soit un expert comptable, on a mis boutique de gestion, chambre d'agriculture, passe création, enfin voilà, on en a cité plusieurs, mais la liste peut être plus ou moins longue. Et puis surtout, s'il y a un investissement important que l'on ne peut pas couvrir par ses fonds propres, c'est avoir fait aussi des démarches auprès des banques et avoir pu mettre ça dans son dossier en disant voilà, moi j'ai un financement possible par un prêt où la banque me suit, enfin voilà, et je le mets dans le dossier et ça rassure la commission de transition pro chez nous et ils peuvent attester après du caractère réel et sérieux du projet. Hein. Donc, alors j'ai mis quelques chiffres ici. Du coup, on est sur 770 projets qui ont été attestés en 2021. Donc, forte augmentation par rapport à 2020, hein, puisqu'on a 62% de projets en plus à attester là. Et on est sur 66% de création d'entreprise, 34% de formation. Typiquement, ce projet-là, il est quand même plutôt plutôt avantageux pour les gens qui veulent créer ou reprendre une entreprise, parce que bien souvent, ils prennent ce dispositif-là pour pouvoir percevoir une allocation de Pôle emploi pendant qu'ils démarrent leur activité d'entreprise. Alors qu'on sait pertinemment quand on crée son entreprise ou qu'on en reprend une, on ne va pas peut-être se sortir un salaire tout de suite, hein. Il faut que le chiffre d'affaires commence à rentrer, que les clients commencent à rentrer, etc. Donc, c'est une sécurité en fait financière, hein, ce dispositif-là, plus que pour éventuellement les projets de formation. Bon, sauf pour ceux, éventuellement, les projets de formation qui ne sont pas prioritaires chez nous parce que trop longs, etc., etc. Donc là, le projet d'émission reconversion, le dispositif d'émission reconversion, il peut à ce moment-là prendre son sens, hein, je pense. On est sur plutôt 43% de femmes et puis voilà, par rapport à l'année dernière, on a attesté beaucoup plus de projets et refusé un petit peu plus, mais c'est pas proportionné comme ça. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Cécile, sur la démission Oui. reconversion. Ouais, je voulais juste compléter ce que tu disais sur les financements de formation. Effectivement, nous, quand on va constituer le dossier avec vous pour la démission reconversion, on va étudier les financements de formation qui sont possibles, qui sont effectivement différents, puisque au moment de la formation, vous serez demandeur d'emploi et non plus salarié. Donc, c'est plus les mêmes dispositifs qui sont mis en place. Donc, Transition Pro ne sera plus financeur de formation, enfin, ne pourra pas financer la formation. Il faudra regarder ailleurs. Donc, ça peut être votre CPF, ça peut être Pôle emploi et ça peut être la région Bretagne aussi, qui ont des dispositifs de financement de formation. Mais en aucun cas, nous sommes garants du financement. C'est-à-dire qu'on va étudier, on va proposer les financements envisagés, mais en aucun cas, nous sommes garants des financements. C'est après, une fois que vous serez inscrit au Pôle emploi, c'est de faire le point avec votre conseiller Pôle emploi pour justement vérifier ce qui est possible et quel financement est mobilisable pour la formation que vous souhaitez mettre en place. Ça, c'est important de bien avoir ça en tête, en fait. Oui. Donc voilà, en gros, par rapport à ce dispositif-là, je pense que oui. Je reviens vers toi, Karim, pour savoir si tu as des questions sur ce dispositif ou d'autres questions sur l'autre dispositif qui serait arrivé en cours de route. Une question sur est-ce que si quelqu'un qui a fait une demande PTP s'est fait refuser, est-ce qu'il a la possibilité de se retourner vers le démission reconversion? Oui, alors ça arrive de plus en plus fréquemment. Alors après, il faut avoir le temps. On est d'accord, hein. C'est-à-dire que si là, on est au mois de mars maintenant, hein, si ma formation démarre en septembre, par exemple, il faut que je vais monter mon dossier PTP, on va dire projet de transition professionnelle là, en mars, pour qu'éventuellement je puisse le valider en mars si je veux qu'il passe à la commission du mois d'avril pour avoir une réponse. Et puis après, derrière, si c'est négatif, et si je veux faire un recours, ça passerait en mai. Ça, c'est dans le monde idéal, hein, d'accord? Ça passerait
serait en mai. Et puis, si je suis refusée définitivement en mai, là, et ben, à ce moment-là, je peux monter mon dossier d'émission reconversion. Sachant que quand je le dépose auprès de Transition Pro, nous avons 2 mois pour vous donner une réponse. Donc, si je le dépose en juin à Transition Pro, je pourrais avoir soit une réponse en juillet, soit une réponse en août. Donc, on est d'accord là que même en étant début mars, on peut être un petit peu court sur le timing pour une entrée en début septembre, parce que si Transition Pro me donne une attestation de caractère réel et sérieux qu'en août, pour démissionner après derrière et aller m'inscrire à Pôle emploi avant le démarrage de la formation en septembre, je suis très courte. Donc, c'est possible, je dirais techniquement, tout est possible. Là, c'est possible de faire un PTP si c'est refusé de faire une demande d'émission reconversion. Par contre, il faut prévoir, on va dire, allez, au bas mot, 7-8 mois à l'avance le processus. Je pense que tu peux être d'accord avec moi, Cécile, parce que je pense que là, au niveau timing, on ne peut pas faire plus court. On peut pas faire plus court. C'est ça, c'est vrai que les projets, quels qu'ils soient, ça s'anticipe. Et de toute façon, quand vous venez nous voir et que le projet est bien identifié, une fois qu'on a fait tout ce travail de validation de projet, on fait un rétro-planning en fait par rapport à la date d'entrée en formation. On regarde, voilà, on se dit l'entrée en formation se fait à telle date, donc par rapport au dispositif qu'on souhaite mobiliser, il faut qu'on dépose le dossier à tel moment, etc. Voilà, pour pouvoir être sûr d'être bien dans les délais et puis sécuriser votre entrée en formation. Et c'est donc ta question, Karim, c'est la stratégie qu'utilisent beaucoup de personnes derrière quand il y a eu un refus de PTP chez nous. Des fois, oui, ils passent par le dispositif d'émission reconversion. Peut-être juste préciser une chose, c'est que c'est un dispositif, puis ensuite l'autre, et pas les deux en parallèle. Exactement. Oui, alors c'est pour ça, mais dans mon exemple, je disais l'un après l'autre, mais on va le redire. C'est quand le PTP, il est déposé, qu'il est passé en commission, qu'il a été refusé, là, on peut commencer à préparer le deuxième dossier et à le déposer éventuellement. J'ai une autre question par rapport aux formations qui préparent à des concours, notamment fonction publique, par exemple, professeur des écoles. En fait, la difficulté de ces formations, c'est que nos administrateurs, quand ils étudient la demande de financement, ils n'ont pas d'assurance que vous serez pris au concours. Et alors le projet de transition professionnelle, normalement, il doit viser un diplôme, en tout cas une certification qui permet d'accéder au métier en direct. Donc, même si je veux faire un parcours universitaire, il faut que je fasse une demande en PTP sur la dernière année qui permet d'accéder au diplôme, qui permettra d'accéder au métier. Donc là, ça va être difficile en fait, même pas possible. En fait, sur un concours, en fait, on a la difficulté ils n'ont pas de visibilité sur si vous allez être accepté ou pas. Donc, Si on l'inscrit dans un projet d'émission reconversion, est-ce que c'est possible? Alors, Cécile, tu as une réponse là-dessus? Alors là, je ne sais pas du tout. Alors, c'est à peu près la même réponse, c'est-à-dire que la problématique, c'est que, parce qu'on l'a déjà eu l'année dernière là-dessus, il n'y a pas la réponse de l'admission au concours au moment du dépôt du dossier. Donc, il faut que, et du coup, le projet professionnel pour les administrateurs n'est pas sécurisé en tant que tel, si vous voulez. C'est ça, en fait, le problème. C'est qu'ils ne peuvent pas attester du caractère réel et sérieux parce qu'ils ne peuvent pas dire que la personne va accéder au métier si elle n'a pas eu son résultat de concours, quoi. Est-ce que ça répond à ta question, Karim? Je pense que oui. Oui. Alors, j'ai cru voir que quelqu'un a levé la main, mais je ne suis pas sûre. J'ai vu un petit truc passer, mais je ne suis pas sûre. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, il n'y a plus de questions? Non, il n'y avait pas de questions. Après, c'était simplement dans la démission reconversion n'est pas forcément obligatoirement précédée d'un PTP. En fait, ce n'est pas obligatoire de passer par un PTP d'abord
Non. tout de Non, suite non. saisir le démission reconversion sans passer par le PTP d'abord. Ouais. Ouais. C'est C'était pas une toujours. réponse Voilà. en direct. C'est pas toujours les mêmes personnes qui saisissent, enfin, qui utilisent les deux dispositifs, hein. Il n'y a pas de règle. C'est en fonction du temps, en fonction du projet, en fonction aussi de la stratégie que la personne veut utiliser vis-à-vis de son employeur aussi. Parce que dans le projet de transition professionnelle, on lui demande une autorisation d'absence à l'employeur, donc on lui fait savoir qu'on veut faire autre chose. Alors que dans le dispositif démissionnaire, on lui dit rien. On fait son dossier des missions en conversion. Quand on a l'attestation, on démissionne, mais des fois, on ne dit pas pourquoi on démissionne. Donc, voilà, c'est deux approches différentes et chaque individu va choisir en fonction de sa stratégie et de ce qui va lui sembler le mieux. Il y a quand même une précision à apporter entre les deux dispositifs. Dans le projet de transition professionnelle, si vous gagnez moins de 2 fois le SMIC en brut, on couvre votre salaire en entier. Et par contre, dans le dispositif d'émission reconversion, vous êtes sur la base d'allocation retour à l'emploi de Pôle emploi, hein. Voilà, au niveau financier, c'est aussi un impact voilà, qui peut être différent. Je ne sais pas si on a fait le tour des questions, Karim. Peut-être redire simplement pour les situations un peu particulières Oui. d'éligibilité que l'offre de service permet d'avoir une réponse aux questions un peu individuelles sur l'éligibilité, sur l'ancienneté, sur toutes les démarches un petit peu de dossiers administratifs, les pièces à joindre, etc. Ouais. C'est pour ça que dans la dernière slide, j'avais remis les numéros de téléphone. Parce que si vous n'avez pas, alors si malgré tous nos efforts d'explication et de détails dans notre site internet, parce que vraiment, je vous avoue, les collègues, ils ont fait un effort, enfin, il y a du travail de fait d'explication dans notre site internet. Si jamais vous ne trouviez pas la réponse à vos questions liées à votre situation individuelle, il ne faut pas hésiter à nous appeler au numéro là, au 02 99 29 72 53, soit voilà, pour avoir une réponse voilà, qui peut être plus simple pour vous, ou accès à l'offre de service de mes collègues là, sur les ateliers pour expliquer comment faire le dossier, etc. Et j'ai mis aussi le numéro du groupement évolution pour l'accompagnement du conseil en évolution professionnelle, pardon, parce que c'est important pour vous d'avoir ces éléments-là aussi au niveau du travail du projet, hein. Mais on est à votre disposition vraiment sous toutes les formes qu'on peut imaginer, c'est-à-dire voilà, téléphone, échange de mails, voilà, à distance, il y a pas de souci par rapport à ça pour vous apporter le maximum d'informations. Alors, je vais arrêter le partage de mon écran. Voilà. J'espère qu'on a apporté des réponses à vos questionnements. On a voulu traiter les modes de financement pour sa formation en essayant d'être le plus exhaustive possible. Voilà. J'espère que c'était clair. Et puis, s'il y a besoin voilà, d'éclairage complémentaire, vous savez où nous contacter maintenant, hein. Donc, on va vous libérer parce qu'en plus, on n'est peut-être pas à l'heure. On a dépassé un petit peu, mais je pense qu'il y avait besoin par rapport à certains dispositifs. Donc, en vous remerciant de votre participation, je laisse la parole à Cécile aussi. Pas de souci. Bah, effectivement, j'espère que ça a répondu à vos questions, à vos attentes. Et en tout cas, voilà, n'hésitez pas à reprendre contact directement via le numéro vert pour le conseil en évolution professionnelle ou au 02 99 pour Transition Pro Bretagne. Mmh. On peut vous proposer des rendez-vous en présentiel à nos agences, en distanciel, ou ça peut être aussi un contact téléphonique. Mais en tout cas, voilà, on reste à votre disposition. Et comme on disait, chaque situation est différente aussi. Donc, ça va être plus facile aussi pour nous de traiter ces situations individuelles plutôt voilà, en dehors de ce webinaire où là, on est plutôt sur des informations générales. Mmh. Donc, il ne faut surtout pas voilà, hésiter à reprendre contact avec nous pour aller plus loin et pouvoir vous accompagner dans votre nouveau projet professionnel.
Oui. Bon, bah, merci à tous de cette participation. Et puis, on va vous dire bonne continuation à tous, hein. Et on vous dit à bientôt, peut-être pour un autre webinaire sur une autre thématique, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Merci à tous. Bonne continuation. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.